il me semble que ça joue. Il me semble qu'effectivement, dans la... Alors, à la fois dans ce qui fait l'originalité de la SF au XXe siècle, ce qui fait qu'elle perce au XXe siècle et pas avant d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle la préhistoire de la science-fiction au XIXe, mais vraiment l'émotion SF telle que nous on la connaît, elle est spécifique au XXe siècle et peut-être d'ailleurs qu'elle n'aura pas de place au XXIe. On n'en sait rien, pour des raisons complexes aussi. Mais effectivement, il me semble que bah voilà, Freud, Nietzsche, Wittgenstein, disons le travail des philosophes, le désir d'exporter des sciences numériques, des sciences de la quantité vers les sciences humaines, une certitude, un rapport à la rationalité, ont fait qu'à partir des années 1910-1920, en gros, tout philosophe sérieux, tout auteur sérieux ne pouvait plus faire de métaphysique parce qu'on lui disait, bon, ça c'est du domaine de la rêverie, c'est du domaine de c'est un état ancien de la pensée, c'est un état infantile de la pensée, c'est une sorte de raffinement de la pensée magique, ça n'a rien à faire dans une culture de la rationalité. Et l'hypothèse que je fais, mais ça n'est qu'une hypothèse, mais elle me semble assez bien vérifiée pour l'instant, c'est qu'une partie du désir de métaphysique, qui ne pouvait plus s'assouvir dans la philosophie ou dans la littérature, s'est assouvi sous cette forme, dans la science-fiction, qui est une littérature qui est extrêmement prodigue en réflexion sur l'espace, sur le temps, sur les entités géantes qui pourraient nous gouverner. Bon, je dirais qu'il y a là une espèce de pulsion métaphysique que la littérature n'a pas assumée au XXe siècle et que la science-fiction a recueilli assez précieusement. Pour prendre un exemple classique de la littérature française, Victor Hugo a écrit un livre qui s'appelle Dieu. On n'imagine pas du tout ça au XXe siècle. Mais au XXe siècle, on peut trouver un Philippe Cadic qui s'intitule Ubik, ce qui est exactement la même chose, bon, avec probablement des conclusions assez proches. Et là où ça devient assez étonnant, c'est qu'on assiste en ce moment à un retour de la métaphysique. C'est-à-dire que dans la plupart des champs scientifiques, les scientifiques sont obligés de reconnaître l'existence d'une limite épistémologique qui leur dit, bah là, le travail de la science s'arrête. Après, si on veut continuer l'exploration, on rebascule dans ce qu'on pensait avoir éliminé, qui est la métaphysique. Donc probablement, une partie des concepts qu'on manipule aujourd'hui, des concepts métaphysiques, sont des concepts qui ont été travaillés pendant un siècle uniquement par la science-fiction, ce qui est une situation très bizarre. Alors, hypothèse à vérifier, hypothèse peut-être extrême, peut-être fausse, j'en sais rien, mais qui me semble au minimum plaider pour qu'on examine cette littérature de façon un peu plus sérieuse qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Oui, je maintiens. J'ai consacré à ce problème pas mal de temps. Classiquement d'ailleurs, je pensais à une époque la SF souffrait. Enfin, il y avait tellement de beaux textes et de bons textes et de textes importants qu'il y avait même une influence sur la culture ambiante. J'arrivais pas à comprendre pourquoi la critique française percevait pas du tout ce mérite qu'elle reconnaît par ailleurs au roman policier ou au western. Enfin, il y avait pour moi un problème de catégorie. Et donc je me suis dit à un moment, c'est quand même étrange et le travail serait plus simple si on avait une définition en 3-4 mots toute bête pour enfermer la science-fiction, histoire de science imaginaire, enfin je cherchais bon. Or j'ai découvert que cette démarche était très naïve et que ça faisait quasiment un siècle qu'on cherchait des définitions dures de la science-fiction qui servent à qualifier tous les textes et qu'on n'en trouvait pas. Et en creusant davantage le sujet, je me suis finalement rendu compte que des auteurs comme Borges, comme Kafka dans certains textes, comme William Burroughs, comme Thomas Pynchon, étaient aussi rangés par les lecteurs de science-fiction et par moi, entre autres, comme lecteur, dans la SF sans aucun problème. Donc la conclusion selon laquelle c'est non pas une littérature qui se définit par rapport à ses objets contenus, mais par rapport à l'émotion qu'on éprouve quand on la lit, c'est finalement imposé. Et cette émotion, c'est une sorte d'éblouissement ou de vertige qui repose sur le fait que tout ce à quoi on assiste, tous les prodiges qu'on découvre dans les histoires, sont logiques ou en tout cas plausibles. Ce qui différencie ces histoires du fantastique ou du merveilleux pur. Et je pense que cette émotion est très particulière, qu'elle est liée à la diffusion de la culture scientifique, qu'on en soit conscient ou pas, et qu'elle qualifie la science-fiction. Oui, on a fait donc cette bande La Brigade Chimérique. À la fin du mois d'octobre, les 3 premiers volumes seront parus. Il y en aura 6 en tout. Quand je me suis intéressé à l'histoire de la SF en France, j'ai été très frappé de l'oubli de toute l'avant-guerre. Et du fait qu'à partir de 1950, en gros, il y a 3000 textes
qui disparaissent de la conscience littéraire du pays. Et parmi ces 3000 textes, il y avait un certain nombre d'histoires qui ressemblaient énormément à celles dont les créateurs de Superman, de Batman s'inspiraient au même moment aux États-Unis pour créer leurs personnages. Et donc, ça m'a paru amusant et intéressant de faire un comics, un vrai comics, et non pas une bande dessinée franco-belge, mais un vrai comics qui explique pourquoi tous ces personnages qui ont été à fleur d'existence, on va dire, qui auraient très bien pu arriver, ont finalement sombré dans l'oubli. L'avantage évidemment de faire une bande de super-héros, une bande dessinée de super-héros, c'est que ce qui est une métaphore ou une expression ou une vue de, comment dire, une figure de rhétorique dans le discours critique, ces personnages ont été oubliés. Dans une bande dessinée de SF, on peut montrer qu'ils ont été vraiment oubliés, c'est-à-dire qu'il s'est produit un événement qui a changé la structure du monde. Et donc effectivement, avec Fabrice Collin, mon co-scénariste, et Jess, le dessinateur, on a choisi une dizaine de personnages, comme le Nyctalope par exemple, qui était un personnage de feuilleton de l'entre-deux-guerres très connu. À l'époque, ses aventures paraissaient dans Le Matin, et donc il avait des centaines de milliers de lecteurs. C'est un personnage qui voit la nuit, qui a un cœur artificiel, qui dirige une espèce d'organisation anticriminelle, qui protège Paris et la France. Bon, c'est un Superman français sans aucun problème. On a choisi un groupe qui s'appelle Nous Autres, qui est un hommage au roman de Zamiati, Nous Autres, qui est la première contre-utopie de l'histoire du XXe siècle, qui a influencé 1984 et Le Meilleur des Mondes. Bon voilà, Nous Autres, c'est un groupe de docteurs masqués qui font régner la terreur à Moscou en essayant de créer une sorte d'homme collectif. Voilà. Et en procédant comme ça, en transformant des métaphores ou des images poétiques en réalité dans le monde des super-héros, on aboutit à une vision de l'Europe qui est à la fois très cohérente et très étrange. On s'y sent tout de suite chez soi et en même temps, on est assez émerveillé de découvrir une réalité qu'on n'avait pas soupçonnée. Et c'était cet aspect-là qu'on voulait. Non, je ne suis pas un mutant, évidemment, je ne suis pas un mutant. Il y a une page célèbre de la rubrique à braque de Gottlieb où il fait le test de la carte routière. Vous avez jamais lu ça? Voilà, pour pouvoir refermer une carte routière Michelin d'un seul coup, il faut être un mutant. Chaque fois que je fais le test, je constate que je ne suis pas un mutant. Non, non, je ne suis pas un mutant, mais j'ai conscience en même temps que, mais pas seulement moi, évidemment, les gens qui n'ont jamais considéré qu'il y avait une ligne de respectabilité entre voilà, la grande littérature et les genres, entre la science et les humanités, qui au contraire sont persuadés que tous ces aspects informent la connaissance et la condition humaine moderne. On a toujours eu beaucoup de mal à se faire entendre dans la culture française, parce que c'est une culture compartimentée, où les sources de pouvoir sont très séparées les unes des autres et se surveillent jalousement les unes les autres. Et moi, c'est un jeu qui m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse absolument pas d'être bien en cours dans le domaine littéraire ou de donner des gages quand je rencontre un scientifique en disant mais vous savez, moi je ne m'intéresse qu'à ce qui est strictement scientifique. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher les endroits culturels contemporains où la pensée peut créer du nouveau, où l'esthétique peut produire des choses inédites et où il y a peut-être un ou deux points de liberté à gagner. Voilà. Donc pas mutant, mais en proie à une constante métamorphose.